Une autre preuve d'ailleurs du caractère un peu dépassé du clivage gauche-droite, c'est que si on prend les grands problèmes qui arrivent comme ça tous les jours, prenez la guerre en Ukraine, prenez la guerre au Proche-Orient, prenez... Bon, le climat... Voilà, le COVID, vous allez etc. trouver de chaque côté des gens de droite et de gauche. Justement, Alain de Benoît, est-ce que ce clivage recouvre pas du tout un autre clivage qui fait florès depuis quelque temps, hein, c'est pas nouveau, mondialiste, souverainiste, globaliste, identitaire, etc. L'expérience historique nous a montré que les élites qui sont au pouvoir depuis quelques décennies, finalement, se sentent beaucoup plus proches des élites des pays étrangers que de leur propre peuple. Je peux vous dire que le sentiment de classe existe profondément dans les catégories populaires. Hein. Les gens, quand ils parlent des élites, ils vous disent ces gens qui vous regardent d'en haut. Toxinologue, toxinophile, toxinolâtre. Un encyclopédiste aujourd'hui est devenu une denrée rare, très rare. Hein. On assiste à la prolifération des spécialistes en tout genre, et je ne parle pas des médecins de plateau, des généraux de plateau, des stratèges de plateau et autres, non. Je parle des véritables encyclopédistes. Je parle des gens qui n'ont pas réponse à tout, mais qui ont question à tout et qui s'intéressent à énormément de choses et qui ont écrit pour voir, et on peut voir leur œuvre. Alain de Benoît, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous êtes journaliste, vous êtes essayiste. Je voudrais juste citer quelques chiffres, pas pour faire un bilan bien sûr, mais pour dire quand même, vous avez une bibliothèque, je ne sais pas si en Europe il existe une bibliothèque, je parle de bibliothèque privée et non pas publique. Vous avez entre 150 000 et 200 000 ouvrages. Est-ce que vous êtes l'une des plus grandes bibliothèques privées de France, à votre connaissance? Sans doute, mais vous me surestimez. Je crois que ça ne dépasse pas 110 000. Bon, écoutez, c'est déjà pas mal, franchement. Et vous avez écrit, on va pas abreuver de chiffres, vous avez écrit combien de livres? Une grosse centaine. Une centaine. Oui. Et ce qui est intéressant chez Alain de Benoît, c'est qu'à un moment donné, alors on va revenir, je vous parle d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Moi, je me rappelle du Alain de Benoît de vue de droite, de toute cette période-là qu'on va évoquer, mais on va évoquer ça fait une cinquantaine d'années, on va évoquer aussi à aujourd'hui, où effectivement, vous étiez avec un certain nombre de gens, vous aviez fait ce qu'on appelait la nouvelle droite. Et c'est intéressant parce qu'après ça, il y a eu un certain nombre d'étiquettes, les nouveaux philosophes, les nouveaux ceci, les nouveaux cela. Mais je voudrais revenir à ça parce qu'aujourd'hui, est-ce que les notions de gauche et de droite, pour vous, sont encore en 2025 ce qu'elles étaient à l'époque et solidement ancrées dans les mentalités, ce qu'elles étaient dans les années 70 ou 80? Non, de toute évidence, elles ne le sont plus. Elles ne le sont plus tout simplement parce qu'on a changé d'époque et que chaque époque se caractérise par un grand clivage. Quand on change d'époque, un clivage remplace l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Les termes de gauche et de droite, ils sont toujours utilisables et utilisés, notamment pour qualifier les partis politiques, des choses comme ça. Mais si vous regardez les ouvrages qui comptent vraiment, les essais, on ne peut plus tellement les qualifier de droite, de gauche, etc. Sur le plan sociologique, c'est la même chose. Les grandes familles politiques où de génération en génération ont voté à droite ou à gauche, ça s'est dissous dans le marché ambiant, disons. Et on voit apparaître d'autres clivages. Lesquels? Celui qui me paraît le plus évident, qui a cette caractéristique d'être un clivage vertical, alors que le clivage gauche-droite était horizontal, hein, c'est-à-dire c'est comme une ligne avec un curseur qui se déplace de la droite à la gauche. Et là, vous avez un clivage vertical entre les classes populaires au sens large, j'y mets bien sûr la partie des classes moyennes qui est en voie de déclassement à l'heure actuelle, et ce qu'on appelle, d'un terme rapide, les élites. C'est ce que montrent bien des auteurs comme Guy Luy, par exemple, hein, qui a beaucoup exploité ce thème, et à juste titre. Donc on est dans une toute autre perspective. Une autre preuve d'ailleurs
du caractère un peu dépassé du clivage gauche-droite, c'est que si on prend les grands problèmes qui arrivent comme ça tous les jours, prenez la guerre en Ukraine, prenez la guerre au Proche-Orient, prenez... Bon, le climat... voilà, le COVID, vous allez etc. trouver de chaque côté des gens de droite et de gauche. Il y a des gens de droite et de gauche qui soutiennent Israël, des gens de droite et de gauche qui soutiennent les Palestiniens, et ainsi de suite. Et vous allez retrouver ça dans à peu près tous les domaines. Donc ce clivage, on peut l'utiliser prudemment. Je dirais qu'il a un peu une résonance psychologique. Les gens de droite sont réputés plus conservateurs, les gens de gauche sont réputés plus progressistes. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce qu'il faut encore définir qu'est-ce que c'est que le progrès, et puis qu'est-ce qu'on souhaite conserver. Le conservatisme, bien sûr. Mais justement, Alain de Benoît, est-ce que ce clivage recouvre ou pas du tout un autre clivage qui fait florès depuis quelque temps, c'est pas nouveau, mondialiste, souverainiste, globaliste, identitaire, etc. Alors Ou ça, c'est encore autre chose? C'est pas tout à fait autre chose, ça se recouvre en grande partie. C'est pas exactement la même chose, mais on peut être parfaitement identitaire et ne pas appartenir aux classes populaires. Enfin, bon, il y a toujours des exceptions, mais globalement, de toute manière, ouais. Ça se recoupe largement. Pourquoi ? Parce que l'expérience historique nous a montré que les élites qui sont au pouvoir depuis quelques décennies, finalement, se sentent beaucoup plus proches des élites des pays étrangers que de leur propre peuple. Ce qui caractérise... L'une des caractéristiques de la crise politique actuelle, c'est le fossé qui s'est creusé entre les partis et leurs électeurs. Et leurs électeurs. C'est pas nouveau, mais cette crise de la représentation est très significative. Je dirais d'ailleurs qu'elle est surtout significative à gauche. Pourquoi ? Parce que la gauche était traditionnellement le parti du peuple, des travailleurs, etc. Aujourd'hui, on s'aperçoit, quand on fait les analyses de vote, que les travailleurs, les ouvriers, ils votent plus du tout pour Mélenchon, pour ce qui reste du Parti socialiste. C'est sûr, c'est le moins qu'on puisse dire, oui, c'est clair. Donc ça se recoupe dans une certaine mesure. Les gens qui sont dans les couches populaires comprennent pas très bien ce qui se passe à Paris, dans les grandes villes, dans ces élites qui ont une vie relativement incestueuse, je veux dire, qui vivent dans l'entre-soi. Qui sont relativement dénationalisés, coupés de leurs compatriotes, qui les rendent invisibles de ce fait même. Et évidemment, cette rancœur s'exprime par le fait que les gens appartenant à des classes plus populaires, le seul bien qui leur reste, c'est finalement leur pays. C'est leur patrie. D'où l'attachement à une identité. D'où l'attachement à une identité et subsidiairement à une souveraineté, parce qu'une identité qui n'a pas les moyens de la souveraineté est une identité vouée à s'affaiblir ou à disparaître. Et est-ce que ce phénomène, par exemple, justement, par rapport... C'est intéressant parce qu'au moment où on parlait de la nouvelle droite, au moment des années 70-80, et même au moment d'arrivée de Mitterrand, c'était d'ailleurs très bien défini par Baudrillard quand il parlait de la gauche divine. Oui, tout à fait. Au fond, cette gauche a perdu. Est-ce que ce n'est pas là, je parle à l'historien comme à l'essayiste, est-ce que ce n'est pas là déjà que la gauche a perdu sa divinité, ou en tout cas son pouvoir est-ce que c'est là où la gauche a décidé, comme Bertolt Brecht le disait, mais paradoxalement, de changer de peuple ? Je pense que tout s'est noué autour de la fin des années 70 et du début des années 80. Le fameux rapport de la Fondation Terra Nova, etc., qui disait en substance ceci. Ces gens du peuple, ils ont finalement de mauvais réflexes. Ils pensent mal, ils pensent pas comme on voudrait. On leur court après, mais ils sont jamais contents. Donc, on a peut-être essayé de trouver un électorat de rechange avec ce que Herbert Marcuse appelait les sinistrés du progrès. En fait, tous les gens qui sont un peu en marge, qui appartiennent à des minorités, ou ethniques, ou sexuelles, ou autres. Et, féministes, LGBTQ, bien sûr. Tout ce qui a donné ensuite la théorie du genre, le wokisme, le néo-féminisme misandre, et ainsi de suite. Et cette tentative de trouver une sorte de, sinon de peuple de rechange, de prolétariat de rechange, finalement, c'est traduit par un échec tragique. Donc là, les gens qui votaient à gauche,
le regrettent et votent ou pour le Rassemblement national ou pour un autre parti, peu importe. Et ou ne votent pas, ou se réfugient dans l'abstention en disant bon, on a essayé à peu près tous les partis, aucun ne fait ce qu'on attend d'eux, par conséquent, la prochaine fois on ira à la pêche. Mais alors justement, Alain de Benoît, vous avez beaucoup écrit sur ce qu'on appelle la conquête culturelle. Je rappelle le gramscisme, enfin ce qu'on peut appeler le gramscisme. Le Gramsci, effectivement, c'était qu'avant de gagner je résume évidemment un peu grossièrement, avant de gagner la bataille politique, il faut gagner la bataille culturelle, la bataille des mentalités, la bataille des esprits. Et à l'époque, vous aviez déjà, et je voudrais rappeler ça, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y avait eu, quand vous dirigiez les pages culturelles du Figaro Magazine, mais même après, et puis avec vos livres surtout, à un moment donné, on sait, la droite, c'était vraiment c'est pelé, c'est galeux, d'où vient tout le mal, il fallait pas en parler, attention, il fallait raser les murs. Et puis et puis il y avait Raymond Aron tout seul dans son coin, et puis vous arrivez avec un certain nombre de gens en disant, on peut peut-être faire autre chose. Et c'était quoi? Et c'est ça, Alain de Benoît, c'était quoi le but à l'époque? Qu'est-ce que vous vouliez en fait amener? Le but, c'est un peu toujours le même, mais évidemment, c'est pas parce qu'on fixe un but qu'on l'atteint. Le Figaro Magazine de cette époque-là n'existe plus, et un auteur, même s'il lu éventuellement, parce qu'il ne l'est pas toujours, s'il lu et diffusé qu'il soit, ne change pas à lui seul le climat. Alors, est-ce qu'il y a eu des changements? Parce qu'on parle beaucoup de droitisation. Il y en a eu, je dirais, de manière un peu superficielle. Pour prendre un exemple simple, nous avons l'un et l'autre connu l'époque où les gens de droite étaient terrorisés à l'idée de se dire de droite, n'est-ce pas? Donc, ils disaient, non, je suis pas de gauche. Bon, tout ça était un peu ridicule, mais c'était le fond de la culture politique de l'époque. Aujourd'hui, ils n'hésitent plus à dire de droite. Maintenant, on se dit, oui, mais quelle droite? Parce que les droites, il y en a eu de toutes les sortes, selon les époques et selon les pays. Et est-ce qu'on parle d'une droite souverainiste? Est-ce qu'on parle d'une droite identitaire? Est-ce qu'on parle d'une droite libérale? Etc., etc. Il est certain que les hommes politiques ne vont pas chercher très très loin. D'une manière générale, je dois dire, et c'est un peu décourageant pour des gens comme moi, les hommes politiques ne sont pas fondamentalement intéressés par les idées. Plus exactement, ce qui les intéresse dans les idées, c'est ce qui est utilisable, instrumentalisable par eux. Rapporté électoralement. Donc, une bonne formule, une thématique, il dit, tiens, bon, je vais essayer de capitaliser des voix là-dessus. Mais c'est pas ça qui leur donne une façon de concevoir la vie, l'homme, le monde, la société, très loin de là. Très loin de là. Puis, en plus, il faut bien dire que et là, les intellectuels dont je suis, ils sont pour quelque chose. Les idées, plus on les approfondit, plus ça divise. Parce que plus il y a de chances que les gens ne vous suivent pas jusqu'où vous allez. Or, les hommes politiques ne veulent pas diviser. Ce qu'ils veulent, au contraire, c'est rassembler. Donc, tout ce qui engagerait une discussion idéologique ou théorique qui leur serait pas profitable, ils détestent ça, tout simplement. Mais alors, qu'est-ce qui fait justement parce qu'il y a eu, comme vous dites, c'est peut-être superficiel, mais ce n'est pas rien. Aujourd'hui, par exemple, on parle de l'union des droites, on parle de tout ceci, bon, c'est politique. Mais au-delà du politique, est-ce que ça n'a pas aussi joué par rapport à l'époque dont nous évoquions avec le Figaro littéraire, mais pas seulement, disons, par rapport à l'époque 70-80, est-ce qu'aujourd'hui, à votre avis, dans la société civile, enfin dans une partie de la société civile, il y a des gens qui se revendiquent de droite sans honte, ou c'est encore le préjugé, attention, l'étiquette est là, le sceau de la famille est là? La diabolisation existe toujours. Elle existe toujours, c'est-à-dire que vous avez, pour simplifier les choses, une idéologie dominante. Tant que vous êtes dans les rails de cette idéologie dominante, même en ayant quelques libertés par rapport à elle, on ne vous coupe pas le micro. Mais si vous en écartez franchement en disant non, toute cette société repose sur un certain nombre de thématiques, de croyances qu'on récite aujourd'hui comme des mantras, mais qui ne veulent pas dire grand-chose. Exemple, les valeurs de la République, personne ne sait ce que c'est, mais tout le monde en parle. Évidemment, vous commencez à être regardé comme le petit mouton noir qu'il faut marginaliser et à qui il faut couper le micro, tout simplement. Ça, c'est la nouvelle forme de la mort sociale. Ouais. Mais
Heureusement, l'unanimité ne s'obtient pas si facilement. C'est dommage quand on croit avoir une position dominante, mais c'est très rassurant quand on a au contraire une position plus dominée. Oui, c'est vrai qu'on se dit, on est dans les vrais mots du dictionnaire, mais justement, cette doxa dominante, elle n'est ni de gauche ni de droite. Enfin, regardez aujourd'hui ce qu'on appelle la doxa dominante, disons, ce discours véhiculé par les 80% des médias, par un certain nombre de livres ou de livres moins, mais enfin, de canaux. Mais elle est quoi? C'est une espèce de gloubi-boulga, on ne voit pas le bon Dieu pour retrouver ses petits. C'est une très bonne question, parce que il est certain qu'aujourd'hui, on a vu un peu s'effondrer ce qu'on avait appelé les grands récits collectifs, les grandes idéologies monumentales qui étaient finement taillées dans la pierre. Tout ça s'est un peu effondré, et on a l'impression que l'idéologie dominante est faite en quelque sorte à la carte. Exactement, vous avez exactement le parallèle avec la vie religieuse. Vous avez aujourd'hui des gens qui ne sont pas tellement croyants, mais qui ne voient pas pourquoi il faudrait être incroyant, donc ils se font une petite religion à la carte, où il y a un peu de yoga, un peu de christianisme, un petit peu de bouddhisme, et ça devient une forme d'épanouissement personnel, n'est-ce pas? On est totalement en dehors des catégories de la religion traditionnelle. Ouais. Bon, c'est un peu la même chose. Néanmoins, on voit bien qu'il y a des piliers forts. Je dirais que les piliers forts, c'est l'idéologie du progrès, qui est toujours là, c'est-à-dire la vieille croyance qui remonte au XVIIIe siècle que demain sera nécessairement meilleur qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui est nécessairement meilleur qu'hier. Donc l'humanité est appelée à des lendemains qui chantent, et à une marche vers des temps glorieux. Ça reste là, sous différentes formes. Ça reste là, en tout cas, ça reste. Notamment sur le plan économique, avec l'idéologie de la croissance. C'est-à-dire, il faut toujours plus de marché, toujours plus de profit, toujours plus de PIB, etc., sans que personne ne dise, attendez les gars, toujours plus, on peut chanter cet air-là jusqu'où? Il y a peut-être un moment où c'est assez. Quand vous voyez le profil en Himalaya des déficits publics aujourd'hui, vous pouvez vous dire, on est à 2000 milliards, 5000 milliards, on va où? Ça s'arrête où? Bon, cette idée-là de progrès, elle est quand même dans les esprits. Regardez d'ailleurs le nombre de politiciens qui veulent fédérer les républicains de progrès. Ça ne veut strictement rien dire, mais ça sonne toujours pas mal. Puis il y a une autre branche qui est importante, je dirais, pour faire bref, c'est l'idéologie des droits de l'homme. L'idéologie des droits, l'idéologie de j'ai bien le droit, qui a pris une telle inflation de droits parfaitement contradictoires entre eux, que la société se judiciarise tout en étant de plus en plus inharmonieuse. Donc ça, c'est tout à fait des points forts. Et c'est ce qu'on voit aussi sur le plan de la démocratie, mais bon, ça nous embarquerait encore vers autre chose. Mais justement, d'ailleurs, on va en parler, parce que ça nous ramène à Rousseau et le temps des Lumières, mais on va revenir à cela, Alain Benoît. Ce qui est surtout patent dans ce que vous décrivez et dans ce qu'on voit, c'est qu'au fond, il y a énormément de gens, et je ne parle pas seulement des gens qui ne suivent pas tout ça, beaucoup de gens, ils ne savent plus où ils habitent. Et ils répondent soit par l'extrémisme, soit par les hauts rions. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, on ne creuse pas, justement, c'est le contraire de ce que vous avez toujours fait, de ce que font les gens qui essayent d'aller au bout des choses. Et donc, on répond soit par des hauts rions, soit par des étiquettes d'étiquetage, soit effectivement une perte complète de repères. Ben oui, vous avez raison de mettre l'accent là-dessus, ça a déjà été dit très souvent. Nous vivons une époque où les repères traditionnels ont disparu. Ça explique quantité de choses, les idées saugrenues de wokistes qui relèvent de la psychiatrie, je dirais, la négation du réel, à commencer par des évidences du genre que il y a des hommes et des femmes, c'est pas tout à fait la même chose. Bon.
Ce qui revient à dire que, vous savez, 2 et 2 font 4, c'est quand même très conventionnel, est-ce que ce n'est pas un héritage du patriarcat, etc. Bon. Donc vous avez des formes de négation du réel, c'est-à-dire de négation de ce que les uns et les autres peuvent voir dans leur vie quotidienne, qui atteint des sommets. Et puis, c'est aussi l'une des causes, parmi d'autres, du caractère décérébré de beaucoup de jeunes d'aujourd'hui, qui ne savent plus du tout et qui sont dans le mal-être, comme on dit. Hein. Mais c'est un mal-être réel. Ils n'ont pas été éduqués pour avoir des points de repère fixes. Ils sont laissés à la dérive. On les laisse tapoter comme des singes sur des écrans jusqu'à s'en abrutir des heures et des heures tous les jours. C'est la disparition des repères. Alors, elle est le résultat, en partie, là aussi, de ce qu'on a appelé l'idéologie de la déconstruction, qui, à partir des années 60-70, s'est employé à renverser toutes les évidences, même les mieux assises, au motif que c'était finalement des conventions, des constructions sociales. Y compris la biologie. Y compris la biologie. Ouais. Et quand vous dites aux gens, ce qui autrefois ne faisait problème absolument nulle part, que les sexes masculins et féminins, ça a quand même une base biologique et physiologique, même si ça ne se résume pas à cela, les gens vous regardent maintenant comme si vous preniez la réouverture des camps de concentration. Donc c'est absolument dramatique. Hein, dramatique. Mais je dirais, si vous voulez, qu'il ne faut pas trop s'en étonner, parce que c'est le propre des époques en transition. Nous sommes une époque en transition. Vous, moi, nous avons connu un monde qui est en train de s'effacer. Nous l'avons bien connu, parfois aimé ou pas, mais on voit bien qu'il s'efface et qu'on va vers autre chose, une autre configuration. Et c'est vrai aussi bien sur le plan interne des sociétés. Les sociétés se transforment considérablement, le paysage politique est en pleine mutation, et c'est vrai, comme on le voit encore aujourd'hui ou hier, à l'échelle internationale, où les rapports de force sont complètement en train d'être transformés. Alors les époques de transition, qui sont des interrègnes, on peut les voir d'une façon exagérément pessimiste en disant tout est foutu, c'est terminé. Non, c'est pas terminé. Après la nuit, il y a toujours une aurore. Simplement, on cherche où est-ce qu'elle a pu commencer à briller. Donc on essaye de discerner les traits de cette post-modernité qui s'avance, qui enterre l'ancienne modernité. Et la tentation est malheureusement toujours grande de vouloir interroger et évaluer le nouveau avec des outils conceptuels du passé. Voilà. C'est tout le problème. C'est ça le problème. Est-ce qu'on est, alors, à votre avis, on va essayer d'esquisser cette espèce de post-modernité qui n'est pas celle de Jean-François Lyotard, enfin, je me permets de le dire, mais où est-ce qu'on est dans la période aussi en citant Gramsci, et quand le vieux n'est pas encore mort et que le jeune n'est pas encore né, c'est finalement la crise, c'est le temps des monstres. Pour vous, on est dans l'interface, dans cet intervalle-là, on a déjà passé la rive. Je pense qu'on vient de passer le milieu, si je peux vous donner l'estimation. Le milieu du gué, vous voulez dire. Le milieu du gué, oui. Ouais. Mais c'est une opinion évidemment très subjective. J'ai ce sentiment. On commence à aller vers une période de sortie du tunnel, où commence à y avoir des formes qui se dessinent. Maintenant, il faut voir comment tout ça va évoluer. Ce qui est certain, c'est que, vous parliez de Gramsci, etc., Gramsci croyait au pouvoir des idées. Beaucoup de gens aujourd'hui disent les idéologies sont toutes fait faillite, les idées on s'en fout, et puis de toute façon, on est dans un monde où il n'y a plus d'idées. Ce n'est pas vrai. Nous sommes, je dirais même que l'idée selon laquelle on est sorti des idéologies est une vue idéologique supplémentaire. Il y a toujours des thématiques, il y a toujours des choses qui vont dans le sens de la différence, de la diversité, ou au contraire dans le sens de l'homogénéité, dans le sens de la mêmeté. L'idéologie des droits de l'homme est une idéologie, elle est omniprésente au point de devenir, comme l'a dit Régis Debray et quelques autres, la religion civile de notre temps.
même si c'est pas formulé par des doctrinaires qui parlent ex cathedra, il y a un cheminement dans les imaginaires symboliques, les images que nous pourrons avoir dans la tête, qui nous séduisent ou qui nous révulsent, ont elles-mêmes un contenu idéologique. Et selon la façon dont elles vont s'actualiser, on verra dans quelle direction on se dirige. Mais vous voyez, il y a un exemple aujourd'hui, quand on parle, puisque... nous sommes dimanche, date de la diffusion. Vous avez vu ce qui se passe avec ce qu'on appelle les zones, les ZFE, les fameuses ZFE. Parce qu'il y a une autre religion séculière, mais qui marche très fort, encore plus fort, c'est la religion écologiste. Enfin, de l'écologie plutôt punitive. C'est-à-dire, c'est devenu vraiment une religion, la fin du monde. Si vous ne faites pas ça, vous serez tous brûlés. 3 degrés de plus, et c'est l'apocalypse où effectivement 3 milliards d'hommes vont alors, je veux bien, sans être du tout écolo-sceptique, et c'est très très intéressant de voir à quel point, voilà encore quelque chose de la doxa qui joue comme un dogme à laquelle il faut surtout pas s'attaquer. Je crois qu'il y a deux choses différentes dans votre question. Il y a d'abord les équivoques de l'écologie. L'écologie est quelque chose d'assez curieux parce qu'aujourd'hui tout le monde est pour, à part quelques grognons. Mais personne ne vous dit moi je trouve ça très bien qu'on pollue, qu'on transforme la terre en poubelle, j'en voudrais voir encore plus. Non. Bon. Mais il y a évidemment plusieurs écologies. Il y a ceux qui se soucient de la nature, c'est-à-dire aussi des traditions, des paysages et des territoires, et ceux qui raisonne avec des chiffres simplement pour vous dire attention, on est au bord de telle limite, qui ne parle pas tellement aux imaginaires. Il y a ceux qui ont une vue purement punitive de l'écologie. Oui. C'est votre faute, monsieur. Vous êtes en train de tuer la planète parce que vous roulez au diesel, n'est-ce pas? Et là, ça rejoint toute autre chose qui est le mépris de classe. Finalement, ces salauds de pauvres qui nous empêchent de vivre entre bobos, à manger notre quinoa en communion avec la planète. Et puis, il y a aussi l'écologisme, je dirais, de la plupart des partis verts, qui me paraît n'avoir qu'un rapport très lointain avec l'écologie. Je ne suis pas convaincu, par exemple, que se battre pour la théorie du genre, ce soit vraiment conforme à l'écologie, que réclamer la légalisation des drogues comme le cannabis, ce soit conforme absolument à l'écologie, qu'il ne se résume pas quand même à la défense du cannabis. Et par conséquent, il y a beaucoup d'équivoques. Et les gens naviguent dans toutes ces équivoques, et tantôt ils se sentent très écologistes, ce qui est mon cas, et tantôt ils ne se le sentent pas du tout. Mais je faisais allusion à l'instant au mépris de classe. Je crois que c'est quelque chose qui est en train de renaître énormément. Le mépris de classe. Le mépris de classe. Ça rejoint ce que nous évoquions tout à l'heure à propos du clivage haut-bas, qui remplace le clivage droite-gauche. Oui. La guerre des classes n'a pas disparu. Elle n'a plus les formes anciennes qu'elle avait à la fin du 19e siècle ou au début du 20e. Mais je peux vous dire que le sentiment de classe existe profondément dans les catégories populaires. Les gens, quand ils parlent des élites, ils vous disent ces gens qui vous regardent d'en haut. Ces gens qui vous rendent invisibles. Ces gens, finalement, qui vous méprisent. Parce qu'on aime des choses saines, simples, qu'on ne fait pas des problèmes intellectuels de n'importe quelle chose. Et le mépris de classe, ça existe. Et le débat, là, sur les voitures... Ah oui, il est assez caractéristique de cela. C'est tout à fait caractéristique. Ouais. Bien entendu, dans l'abstrait, si on raisonne dans l'abstrait, si tout le monde se baladait à pied, ça polluerait sans doute moins qu'avec les voitures. Cela dit, les voitures polluent très peu à côté de l'industrie aérienne, qui pollue très peu à côté de l'activité industrielle, n'est-ce pas? Mais là, il n'est pas question d'aller titiller les gens du CAC 40. Par conséquent, on préfère se rabattre sur le Dupont-Lajoie de base en lui disant c'est de votre faute si vous massacrez la planète. Bon, le type n'a pas du tout l'impression qu'il massacre la planète. En général, il connaît les campagnes, les espèces beaucoup mieux que les bobos qui parlent des villes. Et il a aussi l'impression qu'on se paye leur tête. Et lui, on peut le tondre impunément. Absolument. C'est à bas risque quand même par rapport aux autres, c'est clair. Et là, alors justement, vous parlez des droits.
Et est-ce qu'il n'y a pas quand même, là aussi, un retour de balancier? Je parlais d'un certain optimisme que vous avez et que je partage. Est-ce qu'on recommence ou pas, pour le moment, à parler des devoirs? On a effectivement parlé de beaucoup des droits de l'homme. Il n'y a pas, que je sache, de déclaration des devoirs de l'homme. Ce serait peut-être une bonne idée, ou pas. Je crois que certains ont essayé de faire une déclaration de devoirs de l'homme, mais ça ne m'a jamais beaucoup pris. Ouais. Maintenant, il est intéressant de savoir pourquoi. Disons-le, là, on va rentrer dans une chose un petit peu plus abstraite, mais je crois que c'est nécessaire. Il y a plusieurs sortes de droits et de philosophie du droit, bien entendu. Il y a une conception traditionnelle qui nous a été transmise par les Grecs et les Romains, et il y a un droit moderne. Quelle est la grande différence entre ce qu'on appelle le droit naturel classique et le droit naturel moderne? C'est très simple. Le droit naturel classique présente le droit comme la contrepartie des devoirs. Ça, c'est la première. Il n'y a pas de droit sans devoir. On commence par les devoirs. Faites ce que vous devez faire, ça vous donnera des droits. Bon, ça, c'est déjà un premier point. La deuxième chose, c'est que le droit se définit comme un rapport d'équité. Le rôle du juge, c'est de dire le droit. Et dire le droit en disant quelle est la part de chacun. Ce qui revient à chacun. Ça veut dire que le droit est une relation qui est extérieure aux parties et sur laquelle va statuer le juge. Le droit naturel moderne est tout à fait autre chose. D'une part, il dit que les droits existent même s'il n'y a pas de devoir, c'est-à-dire la preuve que les droits ne sont pas conditionnés par les devoirs, c'est que même si on imagine par hypothèse une situation dans laquelle on a de devoirs envers personne, on a quand même des droits. Et pourquoi est-ce qu'on a... Le droit sans devoir existe. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on a des droits? Parce que le droit n'est plus extérieur, mais internalisé. C'est-à-dire que l'homme est censé naître avec des droits. Il a des yeux, des jambes, des bras et des droits. Et des droits. Donc, dès le départ, il a des droits. Et l'une des premières phrases qu'apprennent les gosses à prononcer aujourd'hui, c'est « j'ai bien le droit de ». Non, il n'a pas le droit de. Donc, on est devant deux philosophies du droit qui sont totalement antagonistes. Et la philosophie des droits de l'homme, c'est la philosophie du droit naturel moderne, qui est exactement le contraire du droit naturel des anciens. Est-ce que ça ne fait pas pendant aussi, je ne sais pas si c'est la même période, liberté et responsabilité? Pas de liberté sans responsabilité, mais aujourd'hui, pas de responsabilité. Est-ce que vraiment ça pose un problème? Non, liberté d'abord, responsabilité, on verra plus tard. Oui, vous avez raison. Cela dit, bon, je pense que tous les gens qui sont pour la liberté, ce qui ne mangent pas de pain, vous diront, mais de toute façon, je suis pour une liberté responsable. C'est une espèce de ritournelle. Oui. Mais bon. Mais est-ce que ce n'est pas un slogan qui donne comme ça? Moi, je crois que ce qui est plus important, et ça va peut-être nous amener un peu à Rousseau d'ailleurs, c'est... il y a deux libertés qui avaient été théorisées au XIXe siècle par Benjamin Constant, un grand auteur libéral, qui opposait la liberté des anciens et la liberté des modernes. En deux mots, la liberté des anciens, c'est la capacité donnée à tous les citoyens de participer à la vie publique. C'est en ça qu'ils sont libres. Tous ceux qui sont des citoyens, quelle que soit la définition qu'on donne du citoyen, mais le fait important, c'est que les citoyens peuvent participer citoyens tous conscients, organisés, à la vie publique. Peuvent et doivent voilà. participer. Ça veut dire notamment que c'est dans le domaine public que s'exerce au premier chef la liberté. La liberté des modernes, c'est le contraire. C'est une liberté de faire sécession. C'est une liberté de s'ériger sur son fort intérieur, sa propriété privée, pour dire, moi, je ne me mêle pas de vos affaires, ça ne m'intéresse pas, mais vous n'avez pas le droit, parce que j'ai toujours des droits, d'empiéter sur ma liberté privée. Ça, Et c'est très frappant, parce que la même notion de liberté induit des comportements parfaitement opposés. Tout à fait, et ça triomphe. Alors justement, ça nous amène, et vous avez raison, à ce livre que vous venez de sortir, un autre Rousseau, Lumière et contre-lumière, chez Fayard. Et j'ai vu d'ailleurs que vous avez déjà suscité une polémique. D'abord, c'est Alain de Benoît, donc comment il se mêle de Rousseau, qui est un éminent progressiste, alors qu'il est de droite. Enfin bon, ça c'est l'écume. Mais dites-moi un peu, d'abord, parlons du livre.
lumière et contre-lumière. C'est vrai que Rousseau a été une espèce de clivage là-dessus très fort. Alors, un mot sur la polémique dont vous parlez. Oui. À ma connaissance, il n'y a pas encore de loi qui interdise spécifiquement aux éditeurs de publier un auteur de droite ou cataloguer à droite toute étiquette que l'on peut discuter, mais la question n'est pas là. Bon. Par conséquent, un bon éditeur, je vais dire des banalités qui paraissent horribles à dire aujourd'hui, un bon éditeur, c'est celui qui publie des bons livres, des livres bien faits, où il y a du grain à moudre, et qui n'hésite pas à publier d'ailleurs des auteurs qui disent des choses totalement opposées. C'est ça aussi une définition de la liberté. Alors, revenons à ce malheureux Rousseau. Vous savez, c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau. Alors moi, j'ai pris le dossier, c'est la faute à Rousseau, et j'ai publié ce livre chez Fayard qui s'appelle Un autre Rousseau. Alors, Rousseau, d'abord, il faut dire que c'est sans doute le philosophe qui, dans l'histoire, a été le plus diabolisé, le plus injurié de tous les philosophes. Il n'y a pas d'autre exemple. Non, il y a eu des philosophes qu'on n'a pas du tout aimés, mais qu'on n'a pas agonie d'injures comme il l'a été, à la fois de son temps et après sa mort. Deuxièmement, la grande question, c'est dans l'histoire des idées, et ça c'est un peu ma partie, dans l'histoire des idées, au fond, où se situe Rousseau. Excusez-moi, avant de commencer, pardon, justement, est-ce qu'il a été agonisé parce que quand vous interrogez des gens qui connaissent Rousseau, qui l'ont lu à l'école ou après à l'école, revient toujours, mais de manière extraordinaire, parce que j'ai fait ça sachant qu'on se voyait. Oui, mais Rousseau, c'est lui qui parlait de l'éducation et qui a mis tous ses enfants à la DAS. Enfin, la DAS, c'était pas la DAS à l'époque. C'est extraordinaire. C'est l'histoire des enfants de Rousseau, mais revient de manière... Ça fait partie de la légende noire de Rousseau. Je dirais juste un mot là-dessus. Il a fait ce que faisait un couple sur deux de son époque, c'est-à-dire mettre ses enfants en nourrice, c'est tout. Oui, c'est ça. Et on a transformé ça. On l'a transformé comme un parâtre, n'est-ce pas, qui jetait ses enfants dans le ruisseau. Bon, tout ça est parfaitement ridicule. Parenthèse fermée. Revenons à Rousseau. Rousseau, aujourd'hui, il n'est sans doute plus beaucoup lu. Les gens de droite, en général, le détestent, et les gens de gauche, qui ne le détestent pas vraiment, ne s'y intéressent pas énormément. Et comme aujourd'hui, on lit de moins en moins, je crois que Rousseau n'est plus tellement lu. Donc, mon ouvrage à moi, c'est d'abord de dire, c'est une erreur, il faut lire Rousseau. Vous allez avoir des surprises. D'abord, c'est un plaisir, parce que c'est un prosateur absolument incomparable. Et d'autre part, parce que l'image que vous aurez de lui ne correspond pas forcément à celle que l'on vous a dite. Alors, l'image aujourd'hui que l'on a de Rousseau, c'est un philosophe des Lumières, c'est-à-dire cette école de pensée, d'encyclopédiste, qui a favorisé la Révolution française, qui a jeté les bases de l'individualisme libéral, Diderot, d'Alembert, Voltaire, etc. Bon. Et ce qui est frappant, quand on lit Rousseau, c'est qu'il est un adversaire des Lumières. Je le montre dans quantité de domaines. D'abord, Rousseau ne croit pas un instant au progrès. Au contraire, il ne croit qu'à la décadence. Il ne cesse de le dire, mais regardez l'Antiquité, il a une vénération pour l'Antiquité gréco-romaine notamment. Regardez les hommes illustres dont parlait Plutarque, regardez ces héros, regardez ces hommes pleins de vertus, et regardons-nous, nous, à côté, qui sommes devenus des petits bourgeois, des petits boutiquiers, qui ne pensons qu'à nos intérêts privés et à nos bénéfices. On dirait qu'il parle d'aujourd'hui. Bon, on dirait qu'il parle absolument aujourd'hui. C'est donc quelqu'un qui est plutôt un pessimiste culturel et absolument pas acquis à l'idée des Lumières. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui ne partage aucune des vues des Lumières en matière économique. Il ne croit pas plus à la main invisible de Smith qu'il ne croit au marché comme un phénomène autorégulateur et autorégulé. Il ne croit pas que les intérêts divergents se concilient d'eux-mêmes par le jeu de l'offre et de la demande. Il rejette explicitement les idées des physiocrates, qui sont les libéraux de l'époque. Et c'est encore un autre point, il se différencie des Lumières. Et par suite, comme c'est un adversaire de l'économie, c'est quelqu'un qui refuse avec force que le politique soit placé dans la dépendance de l'économique.
comme on le voit aujourd'hui, évidemment, à bien des égards. Rousseau dit c'est la meilleure façon pour un pays de dégénérer, de s'affaiblir, que de mettre les marchands ou les financiers aux commandes. Là aussi, c'est très actuel. Alors c'est très actuel parce que, là on va peut-être aller voir du côté des souverainistes ou des choses de ce genre-là, il en tient pour le primat absolu du politique, qui n'est pas plus dans la dépendance de la morale qu'il ne l'est dans la dépendance de l'esthétique, de l'économique ou de toute autre discipline. De même, il rejette explicitement l'universalisme politique des Lumières, c'est-à-dire qu'il dit c'est une erreur de croire qu'une bonne constitution vaut pour tous les hommes de tout temps et en tout lieu. Or, c'est précisément ce qu'affirmait Condorcet, qui disait, il n'y a pas de problème, on fait une bonne constitution, et ce sera valable elle vaudra pour tout le monde. toujours et partout. Et Rousseau, et là on le voit notamment dans ses projets de constitution pour la Corse et pour la Pologne, puisqu'il a été appelé à rédiger des constitutions, il dit que la constitution des peuples doit être basée sur la spécificité des peuples. Et qu'il n'existe aucune constitution qui ne puisse, sans modification profonde, être utilisée par n'importe quel peuple à n'importe quel moment. Donc, sur des points très importants, il y en a évidemment beaucoup d'autres, et j'en donne des exemples dans mon livre, mais je veux donner ici la ligne générale, l'indication générale. On s'aperçoit que Rousseau, à certains égards, est un conservateur, je dirais même parfois un révolutionnaire conservateur. C'est évidemment... Oui, alors, allez-y. l'une des raisons pour lesquelles la droite ne l'aime pas, c'est que c'est un moderne. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut ajouter que c'est peut-être le premier des modernes anti-modernes. C'est sur les bases de la modernité qu'il combat la modernité décente. Et il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres après lui. Il y en aura d'autres, par exemple, Alain Benoît. Par rapport à Voltaire, oui. Vous le définirez comment? C'est un anti-Voltaire ou Voltaire est un anti-Rousseau? Voltaire haïssait Rousseau. On pourrait faire une petite anthologie de tout ce qu'il dit pour déblater. Haïssait. Il l'appelait le traître. Formidable. Et Rousseau, pour Rousseau, Voltaire symbolisait tout ce qu'il détestait. C'est-à-dire le goût du bon mot, le goût du paraître, le goût de l'artificialité. Une société se défait pour Rousseau lorsque l'amour-propre l'emporte sur l'amour de soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je fais une petite parenthèse. L'amour de soi, c'est ce qu'on tient tous à notre propre survie. Oui, donc on cherche les conditions les meilleures qui nous permettent de survivre. L'amour-propre, c'est autre chose. C'est le désir de paraître. C'est quelque chose de superficiel. C'est ce qui brille dans les salons. Or, Rousseau, qui dans sa jeunesse a été attiré, bien sûr, par les salons, il en est reparti épouvanté, en courant, en disant « Voilà, c'est ces mondanités c'est de ces mondanités que nous crevons. » Lui, ce qu'il veut, c'est la vertu des citoyens. Le citoyen est pour lui l'homme accompli. Il dit c'est beaucoup plus important d'être un citoyen que d'être un homme. Faisons des citoyens, les hommes, ça viendra ensuite. Ça se rattache à cette idée que chaque constitution est différente pour les peuples. Bien sûr. Et donc, voilà. Mais en cela, il est, je dirais, totalement, vigoureusement, et je dirais presque ontologiquement anti-moderne par rapport à aujourd'hui où on veut faire des hommes. On essaie de faire des hommes, mais des citoyens, personne n'en parle plus. Vous savez, en 89, on a voté la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, mais quand on la cite, on dit toujours les droits de l'homme. Les citoyens, ça tombe à côté. Personne n'en parle. Et évidemment, parce que le droit de l'homme en tant qu'homme, qui était une abstraction, et le droit de l'homme en tant que citoyen, c'est-à-dire quelque chose de concret, un individu situé dans ses appartenances et dans son héritage, sont contradictoires à partir d'un certain moment. C'est ce que Karl Marx avait d'ailleurs très bien vu à l'époque où il s'était penché sur cette question. Et alors là, on touche d'ailleurs à un autre problème qui, alors là, est encore plein d'actualité, c'est le problème de la crise des démocraties libérales. Vaste problème. Il est certain que Rousseau croit profondément en la souveraineté du peuple. La légitimité, le pouvoir constituant, il le remet au peuple, qui en use ensuite
par ses représentants éventuellement, parce qu'il ne peut pas exercer lui-même le pouvoir, mais en faisant en sorte que ces représentants puissent être contrôlés. Mais est-ce qu'il parlait de juste, parce que vous connaissez ça 10 fois mieux que moi, il parlait de référendum, est-ce que la notion de référendum Non, parce que le mot n'existait pas, tout simplement. C'est ça. Non, mais est-ce qu'il y avait la mais il parle de démocratie directe. Ouais. Il dit plus une démocratie directe, plus elle est démocratique. D'accord, que le peuple puisse intervenir régulièrement dans la Constitution française dispose que le peuple souverain s'exprime soit par la voix de ses représentants, mais là, il n'y a pas de contrôle, soit par la voie du référendum, qui est ce qui correspond le mieux aux vœux de Rousseau. Article 3 de la Constitution. Voilà, il n'y a pas d'intermédiaire entre le peuple et le souverain qui a posé la question. Donc, c'est ça que veut faire Rousseau. Oui, je vous parlais de la démocratie libérale. Oui. Rousseau, étant pour la souveraineté du peuple, est un démocrate, mais ce n'est pas un libéral. Il rejette la démocratie libérale totalement, parce que pour lui, la démocratie libérale, c'est le système, le libéralisme, qui soumet l'exercice de la démocratie sous la condition du respect des droits individuels. Et chaque fois que, dans la vie politique, ce qui est parfaitement courant, il y a antagonisme entre la défense des droits individuels ou d'une minorité et la volonté générale votée et exprimée majoritairement et démocratiquement, évidemment, les libéraux disent le constitutionnel, pour parler en termes contemporains, le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État disent « Ah, cette loi ou cette proposition de loi a été adoptée très démocratiquement, mais elle est contraire à l'idéologie des droits de l'homme, à la Déclaration des droits de l'homme de 1948 ou n'importe laquelle, qu'importe le numéro, et par conséquent, on ne peut pas l'accepter. » Donc nous vivons en démocratie libérale. Et c'est justement cette démocratie-là qui est en profonde crise aujourd'hui, parce que les gens découvrent que démocratie et libérale, c'est pas des synonymes, c'est pas la même chose, c'est deux mots. Ouais. Et ces deux mots, dont la généalogie intellectuelle est totalement différente. Les libéraux ne peuvent pas se soustraire à la tentation d'affirmer que c'est à partir de l'individu qu'on peut étudier la société. Oui. Les collectivités en soi, que ce soit les cultures, les peuples, les langues, les nations, n'ont pas de substance en soi. Ce ne sont que des agrégats hasardeux d'individus. Ce qui explique, par exemple, que dans le cas de l'immigration, il raisonne en vous disant, bon, dans un pays, il y a tant de millions d'individus, dans tel pays, on a tant de millions, on en transplante 2-3 millions là, d'un pays à l'autre, ça change les volumes, c'est tout. C'est-à-dire que tous les aspects culturels, religieux, etc., passent inaperçus. Non, mais ça va encore plus loin, Alain Benoît, et c'est intéressant quand vous parlez de la vision de Rousseau, en tout cas démocratie libérale, c'est que ça va que si quelqu'un même a fait soit en OQTF, obligation de quitter le territoire français, soit qui a fait, je dirais, un crime ou quelque chose de vraiment grave, ne peut pas rentrer, et c'est l'Union européenne comme la française, si on pense que dans son propre pays, il risque d'avoir des problèmes. Oui, c'est-à-dire que la minorité établit effectivement les lois et les règles. Bien sûr. Alors le libéralisme a protesté dans l'histoire contre la dictature des majorités, il avait parfois raison de le faire, mais la dictature des minorités, ça existe aussi. Et c'est tout le problème des institutions européennes, du pouvoir des juges, des juges constitutionnels, etc., dont il est beaucoup question en ce moment et à diverses reprises lorsque l'actualité s'y prête. Rousseau, lui, c'est un adversaire de la démocratie libérale de son temps, c'est-à-dire de la démocratie anglaise. C'est ce qu'il appelle le système anglais. Et il dit c'est basé sur une mystification. Le citoyen anglais est souverain un jour, le jour du vote. Mais le lendemain, il ne l'est plus. Parce que par son vote, il s'est dépossédé lui-même de sa souveraineté au profit des représentants qui gouverneront à leur guise et pas du tout en fonction des desiderata de ceux qui les ont élus. C'est pour ça d'ailleurs qu'il se prononce pour une mesure que je trouve tout à fait justifiée, qui est le mandat impératif, c'est-à-dire que les représentants sont élus sous condition de respecter leurs promesses et leurs engagements sur lesquels ils ont été élus.
Et pouvoir être révoqué s'il ne les respecte pas. Alors, il y a des procédures évidemment à mettre au point, mais la procédure prévoit que dans des cas bien définis, il puisse être révoqué, c'est-à-dire qu'il ne puisse pas faire. Ce n'est pas lui qui est détenteur de la souveraineté. Il est là simplement pour la représenter. C'est l'immense problème de la représentation sur lequel les philosophes du droit, les constitutionnalistes se sont penchés pendant des décennies. Mais si on vient en 2025, et si on revient, là on atterrit en 2025, Alain de Benoît, primo on peut dire que pas seulement les Anglais, mais les Français, puis tous les autres, sont libres un jour quand ils votent. Mais après, c'est fini. Enfin, le lendemain, le pouvoir n'est plus là. Et deuxièmement, le problème du pouvoir, vous avez vu, enfin, vous le savez mieux que moi, si on revient aux figures d'aujourd'hui, la dernière fois qu'il y avait un référendum en France, c'était il y a 20 ans. Oui, bien sûr. Depuis, on n'en parle plus. Vous avez tout à fait raison de le rappeler, parce que les élites, la classe dirigeante, se méfient des référendums. Parce que le peuple s'exprime sans phare. C'est la raison pour laquelle on en fait de moins en moins, ou alors on en fera éventuellement un sur une question relativement marginale, qui ne sera pas de nature à obliger le Macron du moment à quitter le pouvoir, comme l'avait fait le général de Gaulle en 1969. Et puis surtout, on a gardé le souvenir du vote sur le projet de constitution européenne, où le peuple français a dit non, moyennant quoi on a refourgué le même programme avec le traité de Lisbonne. Donc, le refus persistant des pouvoirs publics à organiser des référendums sur des points importants qui concernent la vie quotidienne de millions de Français sur lesquels ils n'ont jamais été consultés révèle un mépris du peuple et une peur du peuple. Mais à un point, écoutez, alors justement, je ne voudrais pas qu'on parle que politique, mais enfin c'est important. On constate aujourd'hui, sous la présidence actuelle, que cette tendance-là est arrivée à un sommet, enfin en tout cas des cimes assez rarement atteintes, où n'importe quel sujet de société est traité. Je parle des zones à faible émission et autres, où effectivement tel ou tel projet rejeté par l'Assemblée nationale, le législateur, vous parlez des trois pouvoirs, eh bien le gouvernement dit attendez, il faut rejeter complètement, c'est acquis, on verra avec le Conseil constitutionnel. On a l'impression qu'aujourd'hui, Montesquieu se retournerait 10 000 fois dans sa tombe, il n'y a plus qu'un seul pouvoir. Oui, mais c'est d'autant plus vrai aujourd'hui qu'en France, notamment, il n'y a pas qu'en France, mais surtout en France, on est visiblement dans une fin de règne. Je parlais tout à l'heure de la transition générale d'un monde à l'autre. Là, on est vraiment dans cette fin de règne. Macron, c'est la fin de règne. Absolument. Qu'est-ce qui caractérise les nouveaux clivages ? C'est d'abord l'épuisement du clivage gauche-droite. Deuxièmement, c'est la perte d'influence grandissante de ces grands partis qu'on appelait autrefois les partis de gouvernement, qui ont gouverné en alternance pendant des décennies, et aujourd'hui qui sont grignotés par toutes sortes de mouvements qu'on appelle faute de mieux populistes, mais qui en fait sont tous des mouvements un peu bizarres parfois, on les appelle extrémistes aussi, ou extrémistes, ou pas d'ailleurs, mais qui donnent l'idée aux gens que, comme ils ont tous essayé, ils n'ont plus rien à perdre à essayer aussi ces nouvelles cartes à jouer. Oui, on est dans une sorte de fin de règne qui me paraît très, très évidente, et ce sont là les signes. La montée des populismes, la désagrégation des partis de gouvernement, l'épuisement du clivage droite-gauche. On a trois champs de réflexion très fructueux. Et c'est très intéressant, effectivement, d'assister à ça. Et pour vous, justement, est-ce que, donc, incontestablement, on ne va pas jouer aux marques de café, aux voyants, mais est-ce que ça n'induit pas, est-ce qu'il va y avoir, est-ce que le renouvellement des idées, parce qu'on a toujours constaté, en tout cas depuis des siècles, que c'est quelques livres théoriques et autres, qui amenaient à quelque chose qui se passait avant sans qu'on sache quand. Je parle du point de vue du peuple ou des révolutions ou des renversements pour le meilleur et pour le pire. Est-ce que vous voyez qu'aujourd'hui, on assiste aussi peut-être du point de vue des livres et des publications que vous suivez mieux que personne,
à un renouvellement d'idées ou c'est au contraire le renouvellement peut-être ou les renversements qui se peuvent passer en société et autres qui amènera de nouvelles idées? Ça, c'est avec L'œuf et la savoir. Oui, le problème de l'œuf et de la poule, en politique, c'est le problème des idées et des mœurs. Est-ce que les idées changent quand les mœurs changent ou est-ce que c'est l'inverse? Bon, la réponse, c'est les deux, mon colonel. C'est-à-dire l'évolution des mœurs fait évoluer les lois et les idées, et l'évolution des idées et des lois fait évoluer les mœurs. Il y a une sorte de choses aussi de type cybernétique, si vous voulez. Les éléments véritablement alternatifs en matière d'idées, oui, en existe dans un certain nombre de cénacles, à droite et à gauche d'ailleurs. Mais ça n'a pas encore, prose. Ben, je veux dire, il y a tout un tas de sociologues, la sociologie anti-utilitariste, la théorie de la valeur néo-marxiste, les communautariens aux États-Unis. Bon, il y a différentes choses que le grand public ne connaît pas forcément, mais vous savez, ça commence toujours petit, puis après, ça fait souche. Ce qui est certain, c'est que ça viendra nécessairement. Pourquoi? Parce que la nature sociale, c'est comme la nature tout court, elle a horreur du vide. L'histoire, c'est par définition ce qui est le domaine de l'imprévu, de l'inattendu. Bien sûr. Et il faut s'en rappeler, tout particulièrement dans l'époque présente. Quand je dis présente, c'est vraiment aujourd'hui. C'est-à-dire que jamais le degré d'incertitude n'a été grand dans le passé. Alors, à long terme, il n'y a que l'incertitude, bien sûr. Si on vous demande d'imaginer la société de 100 ans ou 200 ans, vous direz joker, je passe mon tour. Bon. Mais là, qui peut nous dire dans 6 mois, et peut-être même dans 3 mois, où on en sera en Ukraine, où on en sera au Proche-Orient. On ne sait même pas ce qui va se passer. Les gens font des spéculations sur 2027. Bien sûr. Donc, jamais l'époque n'a été aussi incertaine, ce qui est un peu frustrant et je dirais fatigant nerveusement, bien sûr. Mais il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas être comme la mouche qui essaye à passer la vitre au lieu de chercher à en faire le tour. Et là aussi, il faut en faire le tour, c'est-à-dire prendre un petit peu de hauteur. Le temps long, pour déterminer dans le temps long, qui est aussi le temps dans lequel nous vivons, quel est le moment historique où nous vivons. Est-ce que nous sommes au début de quelque chose, à la fin de quelque chose, ou encore sur le gué, dans la transition? Et je crois qu'on sommes d'accord à dire qu'on est sur le gué. Oui, on est sur le gué. On est sur le gué. Ça me rappelle cette phrase de Malraux parlant de je ne sais pas qui. Il disait qu'il avait franchi le Rubicon, mais s'il était arrêté au milieu du gué pour pêcher la ligne. Est-ce que nous allons faire cela? Je ne sais pas. Eh bien, écoutez, autrefois on disait au gué, marions-nous. On peut même plus le dire aujourd'hui parce que ça résonne bizarrement. Et dites-moi, alors votre Alain Benoît, est-ce que vous avez été tenté par la politique active à un moment donné? Non, jamais. Jamais. C'est pas mon tempérament, tout simplement. Je ne désapprouve pas les gens qui font de la politique active, parce que ça correspond peut-être, je l'espère pour eux en tout cas, à une vocation, à leur tempérament. Il en faut. Mais dans une société, il faut des gens qui font de la politique, il faut des gens qui écrivent des livres, il faut aussi des informaticiens, des fleuristes et des garagistes. Si tout le monde faisait la même profession, ça serait extraordinairement ennuyeux. Donc moi, j'ai mon créneau, je m'y tiens. Là, je fais un livre sur Rousseau, et puis j'en ferai, j'espère, encore d'autres. Mais la politique, non. Je suis un observateur, bien sûr, de la vie politique. Ça, c'est tout autre chose. J'analyse la vie politique. J'essaye de la comprendre et de faire comprendre ce que ça signifie. Mais je n'ai pas le tempérament d'un acteur de la vie politique du tout. Et aujourd'hui, pour revenir on boucle un peu la boucle par rapport à quand vous êtes fait connaître il y a plus de 50 ans et que vous avez écrit énormément de livres, de choses, on a parlé de la droite ça on a bien abordé ce clivage-là. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, est-ce que le défi n'est pas aussi, et je crois que c'est un vrai défi, je ne sais pas s'il sera relevé, est-ce qu'il y a autant de gens qui prennent plaisir, quand je dis à lire vos livres et les livres de tous les essayistes, enfin tous ceux qui sont dignes d'attention,
et qui vont trouver les idées, ou est-ce que la manière dont l'information est transmise aujourd'hui, elle va faire que, au fond, je vais le dire autrement, la révolution est née, effectivement, les livres à l'époque se vendaient à 500 exemplaires, ou 1000 ou 2000, et puis il y avait les estaminets où les gens se retrouvaient pour faire ce qu'il y avait à faire, et on a vu la suite. Est-ce qu'aujourd'hui, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit l'information telle qu'elle passe à 24 heures sur 24 et à la seconde près, est-ce qu'elle peut, malgré ce qu'on dit, on va pas reprendre, oui, effectivement, le côté TikTok et compagnie, mais est-ce que ça peut produire de la réflexion aussi importante qu'on l'avait il y a encore 2 siècles? Je vais tenter de vous faire une réponse mi-figue, mi-chou. En fait, il est sûr que le temps des grands intellectuels, comme la fin du 19e siècle, est totalement passé. Même l'époque de Sartre, c'est terminé. C'est-à-dire des gens qui étaient les porte-paroles des sans-voix, qui parlaient du haut de leur autorité morale ou du haut de leur chaire d'université. Ce temps-là, il est passé. Est-ce que ça veut dire pour autant que les idées, la réflexion est morte? Non, je ne le pense pas. Bien sûr. On va pas se raconter d'histoire. Nous sommes à une époque où les gens lisent de moins en moins. Quand ils lisent, d'ailleurs, ils lisent pas grand-chose. Et il y a certainement un certain nombre d'entre eux qui pensent qu'aujourd'hui, les livres, ça ne sert plus à rien, on a des réseaux sociaux, et puis c'est pas la peine de savoir pourquoi, de savoir telle ou telle chose, puisque tout est sur Wikipédia, et après, ChatGPT nous donnera la solution. Non, je ne le crois pas. Il y a toujours des réflexions, d'abord parce que c'est une appétence naturelle chez un certain nombre d'êtres humains, de réfléchir, d'être pas dans la réaction immédiate, mais plutôt dans la méditation ou dans la réflexion. Alors il est sûr qu'aujourd'hui, un livre qui serait présenté à la télévision dans une sorte de pivot, n'est-ce pas, de ce qu'était Bernard Pivot, mais oui. À l'époque, un livre qui était présenté chez Bernard Pivot, ça se vendait dans les librairies. Aujourd'hui, certainement beaucoup moins, c'est évident. Mais il n'empêche qu'à un moment donné, je crois qu'il se produit une rencontre entre une conjoncture, des circonstances déterminées, où c'est en train de basculer, et que les gens veulent avoir des raisons de faire, et se doter d'une conception générale du monde qui rende la vie vivable, et qui leur donne les explications dont ils ont besoin pour se nourrir l'esprit. Voilà, c'est un acte de foi un peu naïf, peut-être, mais de toute façon, moi, je ne sais rien faire d'autre. Et c'est pas à mon âge que je vais me transformer en lanceur de grenades. Par conséquent, je me sers des armes beaucoup plus inoffensives, mais pas sans résultat, qui sont les miennes. Eh bien, écoutez, lisez, c'est la grâce que je vous souhaite et que je nous souhaite. Merci Alain de Benoît. Merci à vous et à tous ceux qui nous écoutent.